Bonjour à tous et à toutes. Je vais m'assurer que tout le monde me voit bien. Oui. Alors, on a nos participants. Il se peut, on va commencer tranquillement. Il se peut qu'il y ait d'autres gens qui se joignent à nous, mais normalement, ça devrait être correct. Alors, bienvenue, bonjour et bienvenue à ce webinaire participatif qui va durer environ 2 heures sur l'accompagnement et la facilitation à la littératie numérique de base. Alors, notre projet, en fait, ce webinaire-là, il a été conçu et il est fait, il est mis en place par le projet, ça fait partie du projet Alpha Numérique, qui est un projet mis en place, pardon, par Technoculture Club. Donc, Technoculture Club, on est un organisme basé à Montréal qui donne des ateliers techno-pédagogiques au public, mais aussi au personnel de bibliothèques et aux organismes communautaires. Et puis, nos projets, dans tous nos projets, là, ce qu'on souhaite, notre mission, c'est de doter les citoyens et les citoyennes de compétences essentielles pour comprendre et utiliser en toute confiance les technologies numériques. Donc, le projet Alpha Numérique en particulier, il a commencé en 2019 et puis il va durer jusqu'en mars 2022. Il a été fait en partenariat avec BiblioPresto. BiblioPresto, c'est un OBNL qui appuie les bibliothèques en leur offrant des outils numériques. Donc, c'est assez génial. Moi, je vous suggérerais d'aller visiter leur site. C'est assez super ce qu'ils font en général. Avant la situation qui s'est développée en mars dernier, donc avant la situation COVID, le projet Alpha Numérique, nos webinaires pro, comme celui-ci, étaient donnés en personne. Donc, on se rendait dans les bibliothèques et puis on passait la journée avec les gens. Donc, c'était un webinaire qui durait environ 5 heures. Et puis, depuis, on a dû s'adapter comme tout le monde. Et puis, nos webinaires sont devenus en ligne. On a séparé, évidemment, ce qui était avant une journée au complet. On l'a séparé en 3 parce qu'on ne veut pas faire des webinaires Zoom de 5 à 6 heures. Personne ne veut ça. Et puis, maintenant, on a 3 webinaires. Donc, le premier webinaire auquel vous vous êtes déjà peut-être inscrit, auquel vous avez peut-être déjà assisté, qui s'appelle « Intro aux enjeux de la littératie numérique ». Le deuxième webinaire, c'est celui-ci, donc les enjeux de l'accompagnement à la littératie numérique. Et puis, il y en a un troisième qui présente notre site et tous les outils que notre site contient pour l'accompagnement à la littératie numérique. Alors, on continue. C'est une petite vue, de notre site alphanumérique.ca. Donc, ça, vous allez voir, le site, il est séparé en 2. Donc, il y a l'espace public et l'espace pro. Pour s'inscrire à nos webinaires pro, vous avez dû probablement aller visiter l'espace pro. C'est là que nos webinaires sont, mais je vous encourage à aller aussi visiter l'espace public. Donc, l'espace public, là-dedans, on donne des ateliers, des événements en ligne, pour l'instant en ligne, qui sont faits vraiment pour le grand public. Donc, c'est à visiter également. Et voilà, je vous montre un petit aperçu de tous les outils là, que notre espace pro contient. Donc, alphanumérique.ca, on va vous le partager dans le clavardage plus tard pendant le webinaire. Alors, je me présente. Oui, je m'appelle Stéphanie Jolicoeur. Je suis facilitatrice technologique pour Technoculture Club. Et puis, c'est moi qui va mener le webinaire aujourd'hui. Je suis accompagnée, assistée par Charles-Édouard qui est avec nous pour... lui, il m'assiste, il va peut-être prendre la parole. Il est aussi un support à la technique. Donc, il va rester à l'écoute du clavardage, des mains levées, tout ça. Au cas où il y a des problèmes, ça va être avec lui que vous allez pouvoir parler en privé dans le clavardage ou à l'oral. Et puis, donc, si vous avez des questions, tout ça, c'est à lui que vous pouvez vous adresser. Et aujourd'hui, donc, la rencontre pour mon webinaire, c'est la première fois. Je ne sais pas exactement si c'est le premier webinaire de tous les webinaires qui est accompagné par la sténotypiste, Madame Nathalie Gagné, qui est présente avec nous. Donc, aujourd'hui, notre rencontre, elle est accessible aux personnes malentendantes via un service de transcription. Donc, je vais vous indiquer comment, si vous voulez avoir les sous-titres, je vais vous indiquer comment le faire. Là, c'est dans les fonctionnalités de base Zoom. C'est assez facile à trouver. Et puis, cette rencontre, je ne sais pas si vous l'aviez déjà remarqué, elle est enregistrée.
Donc, c'est à des fins là, pour l'organisme. Par contre, ça peut influencer votre choix d'ouvrir ou non votre caméra. On encourage à ouvrir les caméras parce que c'est plus convivial, mais sachez que c'est enregistré, donc la décision vous revient. Les fonctionnalités de base, donc, étant donné que je ne sais pas qui part à quel niveau là, dans la connaissance de Zoom, on va réviser ça un petit peu. Alors, vous avez les fameux boutons micro et caméra. S'il y a une barre rouge dessus, c'est parce que votre caméra et votre micro sont fermés. Si vous voulez l'ouvrir, il suffit de cliquer dessus. Donc, ces icônes-là se trouvent en bas de votre écran Zoom dans le centre. Le petit icône qui est près du micro et de la caméra, qui est comme deux petits bonhommes participants, si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir la liste des participants. Et c'est aussi dans cet onglet-là que vous allez trouver la petite fonction « Lever la main ». Donc, si vous avez une question ou un problème et que vous voulez parler, levez la main, nous, on va le voir. Je vais essayer de rester attentive à ça, mais sinon, Charles-Édouard, va me l'indiquer. Vous avez aussi l'option clavardage. Donc, j'imagine que tout le monde a déjà vu les messages qu'on a écrits depuis le début du webinaire, les petits messages d'accueil, l'endroit où les gens se présentaient. Donc, dans cet onglet-là, vous pouvez écrire à tout le monde ou vous pouvez écrire en privé à une seule personne. Donc, si vous avez un commentaire ou une question, vous pouvez l'écrire à tout le monde. Mais si vous avez un problème technique, vous voulez communiquer directement avec Charles-Édouard, vous pouvez le choisir dans la liste. La fonction réaction à côté qui est un petit bonhomme sourire, ça vous permet d'envoyer un cœur, des applaudissements, un petit pouce en l'air, tout ce que vous voulez. Si vous envoyez une réaction, si vous ne trouvez pas la fonction lever la main, puis vous êtes pressé là, de poser une question, faites une réaction. Au pire, on va le voir, puis on va s'arrêter pour voir si c'est une question. Et puis, ce n'est pas dans notre image ici, mais donc la fonctionnalité sous-titre, elle est au même endroit que tous ces onglets-là. C'est un CC, donc 2 lettres C une à côté de l'autre pour Closed Caption. Et quand vous cliquez dessus, vous allez avoir l'option d'activer les sous-titres et là, ils vont se mettre à apparaître au bas de votre écran Zoom. Alors, je crois que c'est tout pour les fonctions Zoom. Donc, si jamais il y a un problème, soyez pas gênés. S'il faut s'arrêter, on va s'arrêter. Je vais commencer notre rencontre avec un petit sondage pour briser la glace et pour tester la fonction sondage. Donc, je vais laisser Charles-Édouard lancer le sondage. Il va apparaître au milieu de votre écran. Alors, j'ai reçu l'intégralité des réponses et d'une manière générale, vous vous sentez frais comme une rose à 62%. Et un petit peu de fatigue. Il y en a qui sont en excellente forme, qui pourraient courir des marathons. Mais voilà. Bon, super quand même, hein, c'est assez bien pour une petite journée d'octobre automnal. C'est bien qu'on se sente en forme. Super, je vais faire un dernier test. Alors, pour tester le micro, pardon, je vais vous demander, je vais dire 1, 2, 3, go, et vous pouvez tous ouvrir vos micros et nous dire bonjour. Comme ça, on va tous s'entendre et puis on va tester que les micros marchent bien. Alors, 1, 2, 3, go. Bonjour. 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 Hello. Parfait. Je crois que tout le monde a réussi à dire bonjour. Et puis, si vous voulez m'envoyer une petite réaction, un petit pouce, comme ça, on va savoir aussi que ça marche. Et sur ce, je vais commencer. Alors, notre programme d'aujourd'hui, il va y avoir 4 sections. Donc, avant la pause, on va aborder vraiment les enjeux généraux de l'accompagnement à la littératie numérique. On va parler des situations, des enjeux qui ont changé, qui ont été modifiés par la situation sanitaire, mais on va pas seulement s'attarder à la situation sanitaire, on va vraiment parler en général. Ensuite, on va voir les composantes d'un accompagnement constructif et puis on va aborder la méthode d'accompagnement qui s'appelle la facilitation. On va voir des outils, on va voir c'est quoi les rôles d'un facilitateur. On va prendre une petite pause et puis ensuite, c'est après la pause, pardon, que je vais vous partager certaines méthodes de facilitation. Et puis, on va finir avec un peu d'action. On va faire des études de cas. Donc, je vais vous présenter des mises en contexte, des mises en situation et puis vous allez pouvoir participer en partageant vos points de vue, vos idées et tout ça.
Donc, juste un petit survol de ce qui ne sera pas couvert aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un webinaire participatif. On discute d'un enjeu, d'une problématique, d'un sujet, mais on ne va pas donner de réponse malheureusement préfaites. Là, on n'a pas d'activités ou d'activités d'accompagnement précises qui sont offertes, pas dans ce webinaire-là, mais dans le webinaire 3, si vous vous inscrivez, on aborde vraiment des outils plus concrètement. L'animation d'activités en ligne, donc on n'aborde pas ce sujet-là de comment construire ou concevoir une activité en ligne, mais comme je l'ai dit plus tôt, on va aborder le sujet de la situation sanitaire parce que c'est dur de passer à côté. Et puis, donc, juste pour que ça soit clair, que ce n'est pas à propos de ça le webinaire aujourd'hui. Et sur ce, on va commencer avec quelques concepts généraux pour se mettre tous au même niveau. Donc, oui, puis pardon, je voulais vraiment que ce soit clair, là, webinaire participatif, parce que je suis animatrice aujourd'hui, mais je ne suis pas une experte, je n'ai pas de double post-doctorat en accompagnement à la littératie numérique. L'expérience qu'on a eue au fur et à mesure qu'on donnait ce webinaire-là, c'est que mon animation, le contenu, il est toujours enrichi par l'expérience que vous pouvez apporter parce que vous êtes autant des experts que moi. On n'a peut-être pas les mêmes expériences, mais vous pouvez vraiment apporter quelque chose. Donc, je tiens à dire que je ne suis pas comme dans une position magistrale aujourd'hui. C'est vraiment, on essaie de garder ça horizontal. D'ailleurs, on va aborder ça plus tard. Donc, qu'est-ce que la littératie numérique? Alors, ce que je vous montre ici, ben, c'est une définition assez technique, mais au moins, ça va nous permettre de partir tous ensemble au même niveau. La définition de la littératie numérique, selon l'Organisation de coopération et de développement économique, c'est la capacité à comprendre et à maîtriser l'Internet, les outils numériques et les technologies de l'information dans notre vie courante, donc à la maison, mais aussi dans la sphère professionnelle au travail et en tant que citoyen dans la collectivité, en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses aptitudes. Donc, c'est une belle définition. On va l'explorer un petit peu plus dans le webinaire. Je vous présente le cadre de référence de la compétence numérique parce que c'est un super outil et il a été réalisé en 2019 par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Et puis, ce graphique-là, dans le fond, ça présente le résultat de leur étude et ce cadre-là, il vise à développer de la compétence numérique en la définissant avec un ensemble d'aptitudes qui sont relatives à une utilisation confiante, critique et créative du numérique. Donc, je vais m'attarder un petit peu aux aptitudes qu'on voit ici. Il y en a plusieurs, là, on ne va pas passer trop de temps là-dessus, mais je vous encourage à aller, Charles-Édouard vous a partagé le lien, à aller vraiment l'explorer. Il y a même un guide pédagogique qui accompagne ce graphique-là. Donc, quand on parle de citoyens éthiques, quand on parle de notre rôle via l'information qu'on propage sur Internet ou qu'on partage ou qu'on approuve, donc les aptitudes qui vont avec vérifier nos informations rigoureusement, indiquer nos sources, vérifier les sources. On parle pardon, du numérique, là, de l'apprentissage, aussi de l'action de créer en ligne, de créer du contenu, que ce soit de la rédaction vraiment en texte, en images, de la programmation dans un niveau plus technique. On parle aussi de la communication, donc l'aptitude qui vise à choisir les outils appropriés, à savoir comment maîtriser ou contrôler notre identité numérique, donc la personne qu'on projette à travers tous les médias sociaux, à travers nos renseignements sur Internet. Donc, comment contrôler ça, comment choisir nos paramètres, comment maîtriser les outils. On parle également de s'informer, de suivre une formation en ligne, donc vraiment d'utiliser le numérique pour le développement de notre personne, d'un point de vue, comme je disais, personnel, mais aussi professionnel. Et oui, se renseigner auprès de communautés en ligne à la résolution de problèmes, c'est aussi quelque chose que je pense qu'il faut aussi travailler dans la société. Le fait d'avoir assez de confiance par rapport à nos aptitudes avec le numérique pour se dire qu'on peut aller chercher des solutions à nos problèmes.
avec le numérique, de trouver des bonnes communautés, de trouver des logiciels, de trouver les bons outils, d'avoir confiance qu'on va réussir par nous-mêmes à trouver l'information dont on a besoin. Je vais aborder les enjeux de l'accompagnement à la littératie numérique avec un sondage parce que j'ai envie de savoir comment ça s'est passé pour vous, la transition. Là, je vais laisser Charles-Édouard le lancer. Alors, vous pouvez choisir de répondre avec ce que vous avez en ce moment dans la situation sanitaire. Si vous voulez nous préciser, peut-être nous partager votre expérience de justement comment vos moyens, les moyens qui étaient à votre disposition pour offrir de l'accompagnement, comment ils ont évolué entre février 2020 et maintenant, donc comment ils ont changé entre le pré-COVID et post-COVID, ou donc si vous avez envie de nous raconter quelque chose que vous ne pouvez pas raconter avec le sondage, vous pouvez l'écrire dans le clavardage. Ok, alors merci d'avoir rempli ce second petit sondage. Je vais vous partager les résultats. Donc, à la question de quels moyens disposez-vous présentement pour offrir de l'accompagnement à la littératie numérique, vous avez répondu à 8% un espace d'accompagnement, à environ 60% du personnel dédié et un autre 60% du matériel informatique. Et il y a Super. d'entre vous, un ou une d'entre vous qui n'avait pas son choix disponible ici. Alors, vous pouvez le partager dans le clavardage si vous le souhaitez, mais sinon, pas de Parfait. problème. Oui, je vous encourage, même si vous écrivez, on peut le lire là, dans quelques minutes ou à la pause, on lira, parce que c'est toujours intéressant de voir comment les bibliothèques et les organismes ont vécu les choses. Il y a beaucoup de choses semblables en toutes les bibliothèques et il y a aussi des expériences qui sont uniques à chacune. Donc, ça va être intéressant de lire ça. Merci d'avoir répondu au sondage. C'est le fun de voir qu'il y a quand même une forte proportion qui ont répondu du personnel dédié parce que des fois, c'est ça qui manque quand du personnel qui est formé ou qui a des heures consacrées à l'accompagnement à la littératie numérique. Je pense que c'est une des premières fois que j'ai une aussi grosse proportion de gens qui cochent cette réponse-là. Très intéressant. Je veux vous parler des trois sphères qui entrent en jeu quand on parle d'accompagnement à la littératie numérique. Ce sont trois sphères, mais comme vous allez le voir, elles s'entremêlent souvent et puis elles s'influencent l'une l'autre. Donc, la première sphère, c'est la sphère individuelle. Donc, ça parle c'est par rapport à nos capacités, nous, au point de vue individuel, personnel, dans nos vies privées, les moyens qu'on a ou les aptitudes qu'on a qui peuvent nous permettre d'offrir de l'accompagnement à la littératie numérique. Donc, on parle de notre adaptation là, personnelle aux technologies numériques qui évolue. Donc, ça dépend de notre rythme d'apprentissage, ça dépend de notre capacité à maîtriser le numérique de base, ça dépend du temps, de l'énergie qu'on a pour toujours se mettre à jour, pour suivre le progrès du numérique. Ça dépend évidemment d'un point de vue personnel, surtout en situation de télétravail. Ça dépend aussi de la disparité d'accès, hein, le matériel informatique qu'on a chez nous, la stabilité de notre Internet, les heures de télétravail qu'on a, notre situation familiale, tout ça. Donc, vous voyez que, en fait, par rapport à la disparité d'accès dans le cadre du télétravail, notre troisième sphère, qui est la sphère sanitaire, elle vient interférer dans la sphère individuelle. La deuxième sphère, par contre, c'est la sphère institutionnelle. Donc, c'est par rapport à l'organisation dont on fait partie sur un point de vue professionnel. Donc, selon qu'on est dans un organisme, dans une bibliothèque, on n'a pas tout le même poste et puis on n'a pas toujours le même budget. Ça dépend du budget, ça dépend des moyens qu'on a pour mettre en place de l'accompagnement à la littératie numérique. Le budget et les moyens qui étaient avant mars 2020 ont probablement changé ensuite. Les envies de développer des idées, notre position dans l'institution. Donc, des fois, on a des idées de projet, on a des idées des bonnes idées pour occuper l'espace d'accompagnement, pour l'utiliser, mais tout va dépendre du pouvoir, hein, de la marge de la marge de manœuvre qu'on a, pardon, dans notre organisme ou dans notre bibliothèque. Donc, ça, évidemment, ça vient évidemment changer ce qu'on peut faire. J'ai un commentaire Saint-Cyr, donc monsieur ou madame Saint-Cyr.
qui dit une équipe qui répond aux questions des citoyens sur Réponse à tout et Messenger. Donc, c'est les moyens que vous avez en ce moment. C'est quand même intéressant. Je vais aller essayer de retrouver si vous vous étiez présenté. Si vous voulez nous dire, là, c'est quoi votre bibliothèque ou votre organisme, mais c'est vraiment intéressant. Donc, vous avez mis en place une équipe dont le rôle est d'appuyer les citoyens en ligne. C'est vraiment super. Donc, vous avez du personnel dédié. Pour revenir à nos trois sphères, je vais inclure les deux premières sphères dans la troisième parce qu'en ce moment, la troisième, elle est vraiment en train d'interférer avec les deux autres, la situation sanitaire. Avec la situation sanitaire, ce qui se passe, c'est que premièrement, il y a une dématérialisation de pratiquement tous les services. Donc, soudainement, les ateliers, les formations, vos réunions, les services d'aide, les menus téléphoniques, ce qui est paiement, réservation, inscription, tout est virtuel. Donc, il n'y a plus rien qui se fait sur papier, en personne. Ça peut bloquer beaucoup de gens, mine de rien. C'est très déstabilisant. C'est évidemment moins rassurant que des services vraiment en personne pour beaucoup de gens. Les compétences en conception pédagogique changent. On peut avoir créé des ateliers d'accompagnement pendant 20 ans. Si tout d'un coup, il faut les faire en ligne, on n'a pas nécessairement la formation ou les aptitudes en partant. On peut les gagner, on peut les développer, mais en partant, on n'a pas nécessairement les mêmes outils. Donc, les outils qui étaient pertinents avant, peut-être qu'ils ne le sont plus ou ils sont moins, il faut les faire évoluer. Donc, ça aussi, ça change la donne. La limite des sujets qui peuvent être abordés quand on en vient à des ateliers en ligne versus des ateliers en présentiel. Personnellement, à Technoculture Club, on donne aussi des ateliers techno-créatifs jeunesse, donc impression 3D, découpe vinyle, art numérique, tout ça. Et puis, ben oui, nos ateliers maintenant, ils sont en ligne par Zoom. Et puis, il y a des ateliers qui étaient très, très faciles à faire en présentiel qui ne le sont plus du tout faciles à faire à distance. Il y en a qu'on a réussi à transformer, mais il y en a qu'en effet, non, ce ne sera pas possible de les faire en ligne. Donc, cette limite-là aussi. Et puis, on a un contrôle limité sur l'environnement d'apprentissage. On n'est pas avec la personne en personne. On est sur Zoom. Je ne sais pas si vous avez essayé de donner des ateliers ou des formations à des groupes par Zoom. On n'a pas la même gestion de groupe, gestion du temps. Pour avoir eu l'expérience avec des groupes d'enfants, évidemment, ce n'est pas la même chose, la gestion de groupe par Zoom, parce qu'on n'est pas devant eux. Chantal Saint-Cyr, Bibliothèque de Laval, OK, qui nous disait tantôt dans les commentaires que vous aviez une équipe qui répond aux questions sur Réponse à tout et Messenger. Stéphanie, je me permets de t'interrompre. Je Oui. pense qu'elle parlait en fait du site réponseatout.ca. Ah, OK! Qui sont des personnes qui répondent aux questions des citoyens. Ah, c'est super! Sur Internet. Ah. Donc Je vais aller voir ça. préciser un peu sa réponse. Ça a l'air vraiment très intéressant. Merci OK, je Chantal pensais que d'avoir c'était votre partagé ce lien. bibliothèque qui avait mis ça en place, mais c'est vraiment bien. Merci, c'est un bon outil. Donc, oui, c'est ça. J'en viens à l'environnement, au contrôle limité sur l'environnement. Ça aussi, ça change. Donc, la sphère sanitaire, en ce moment, elle est en train de vraiment beaucoup chambouler les deux autres sphères. Somme toute, il y a des avantages à la situation où on est. En ce moment, dans notre webinaire, on a des gens de Roxborough, on a des gens de Laval, on a les gens de la ville de Delson. Évidemment, ça n'aurait pas été possible d'être tous réunis dans le même webinaire si on avait été en personne. On a eu des webinaires où on avait des participants de France. Donc, on peut atteindre des gens de n'importe où à des moments un peu... on a plus de moments possibles. Il n'y a pas de déplacement en autobus, il n'y a pas de déplacement en auto pour se rendre au webinaire. Les formateurs, ils n'ont pas à changer de ville pour aller donner le webinaire à Trois-Rivières. Donc, il y a moins de temps qui est consacré au transport, tout ça. Donc, on peut aussi faire les webinaires le soir, ce qui est un petit peu moins possible dans le cas du présentiel. On a accès à un plus large public, on a accès à plus de ressources en ligne, mais comme on voit aussi dans les inconvénients, il y a des ressources en présentiel qui disparaissent complètement. Et puis, comme le dit si bien notre gouvernement, ça nous force à être créatifs et à se réinventer. Donc, nul doute que quand la vie redeviendra ce qu'elle est, on va revenir à des
ateliers en présentiel, tout ça, mais il y a peut-être des outils, des façons de faire qu'on a créées dans le cadre de la crise sanitaire qui vont rester et qu'on va vouloir garder parce que ce sont des approches différentes, des approches novatrices, qu'on aurait été forcé de sortir de nos manches. Les limites, comme on en parlait par contre, il y a beaucoup de limites, mais si ça peut aider, il y a quand même des points positifs à notre situation. La fatigue d'écran, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais moi, rendu à 7 mois de Zoom, je me fatigue beaucoup plus vite. La capacité de concentration est un peu moindre. Donc, c'est une des limites, malheureusement. Je veux m'arrêter ici parce qu'on est comme un petit groupe, donc je peux me permettre, est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions, des commentaires par rapport à la matière jusqu'à maintenant? Sinon, je vais continuer. Je vais surveiller s'il y a des commentaires ou des questions qui apparaissent. OK, j'ai un pouce en l'air des bibliothèques de Pierrefonds et Roxborough, donc on va continuer. Donc, évidemment, avec tout ça qui change nos 3 sphères, là, vraiment, qui ont été chamboulées par la situation, ça peut nous amener à se poser des questions sur le pouvoir qu'on a sur la situation, sur qu'est-ce qu'on peut faire, sur nos compétences. On peut remettre certaines de nos compétences en question. Comme je disais, des fois, on a des outils qu'on a développés pendant une décennie à notre travail qui soudainement ne sont plus aussi utiles dans la crise sanitaire. Donc, ça nous fait nous remettre en question, quoi qu'on ne devrait pas, mais on est humain. Ça nous fait réfléchir à notre champ d'action, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut atteindre les gens avec des ateliers en ligne. Ça nous fait réfléchir évidemment aux moyens qui sont mis à notre disposition et ça nous force à en découvrir de nouveaux. Alors, on va explorer un petit peu les composantes d'un accompagnement constructif. On va s'attarder premièrement à vraiment le concept d'accompagnateur. Alors, je vous présente une autre définition. Donc, un accompagnateur, ce serait un guide bienveillant qui crée un lien de confiance avec l'usager pour bâtir un environnement sécuritaire, propice au développement de compétences théoriques et pratiques qui favorisent l'autonomie. Donc, je vais insister sur les mots lien de confiance et puis autonomie. On va y revenir, mais ce sont 2 concepts très, très, très importants dans le rôle d'un accompagnateur. Oh, pardon, j'ai comme vu quelque chose clignoter, non? OK. Alors, un accompagnateur. C'est quelqu'un, premièrement, qui doit connaître son rôle. C'est quelqu'un qui doit faire preuve d'humilité et qui doit pratiquer absolument l'écoute active s'il veut que son accompagnement produise quelque chose. On va revenir sur l'humilité, sur l'écoute active. Un accompagnateur, il y a une différence entre un accompagnateur et un enseignant, on va le voir aussi. C'est quelqu'un qui est là pour aider, pour indiquer, pointer les obstacles, pour peut-être pointer, indiquer, éclairer les solutions possibles, les chemins possibles pour contourner l'obstacle, mais ce n'est pas quelqu'un qui va faire les choses à la place de l'apprenant. Ce n'est pas quelqu'un qui va nécessairement lui prendre la main vraiment pour l'accompagner. Donc, si on s'imagine qu'on est dans une pièce d'un appartement qui est juste pleine de boîtes de déménagement, tout est dans des boîtes et là, le sol est rempli. On a besoin absolument de traverser la salle. Nous, on va être la personne qui va peut-être tasser un petit peu les boîtes pour faire un chemin, qui va indiquer là où il y a des chemins entre les boîtes, qu'il existe déjà des espaces où on peut se faufiler, mais nous ne sommes pas la personne qui va prendre la main de notre ami pour l'aider à traverser la pièce parce qu'on assume que l'apprenant, donc la personne qui veut traverser la pièce dans notre exemple, possède déjà les capacités pour régler son problème, pour arriver à son objectif. Nous, on est là pour enlever les freins qui peuvent l'empêcher de réaliser qu'il a les compétences, qu'il a les connaissances. Donc, on est là pour lui apporter de la confiance et pour mettre en lumière ses capacités d'action parce qu'il les a.
Un accompagnateur, il y a des choses qu'il ne faut pas faire quand on accompagne. Premièrement, on va éviter de porter un jugement. Un accompagnateur se doit d'être impartial, se doit d'être constructif dans ses indications, parce que son but, évidemment, comme on voit, ce n'est pas d'évaluer, ce n'est pas de juger. Il n'est pas un enseignant, il n'est pas un examinateur. Donc, il est là pour créer des conditions, créer un contexte qui vont donner confiance à l'apprenant. Donc, dans notre analogie, il est là pour tasser un petit peu les boîtes, pour faire apparaître de manière plus évidente peut-être le chemin qu'on peut prendre pour traverser la pièce. Mais on n'est pas là pour examiner ou noter ou juger la performance finale de l'apprenant, parce que l'apprenant, il va prendre le rythme dont il a besoin. On n'est pas là non plus pour, comme je vous disais, prendre la main de la personne et traverser la pièce avec elle. Donc, on n'est pas là pour agir à la place de l'usager, sauf dans certaines situations où c'est inévitable, mais on va voir comment on peut naviguer à travers ça. Un accompagnateur, je disais, ce n'est pas un enseignant. Donc, c'est la différence ici, ce petit graphique-là que j'aime beaucoup parce que c'est très clair, la différence entre une posture haute et une posture basse d'accompagnement. Donc, un enseignant c'est quelqu'un qui a une position là, vraiment magistrale, qui détient une information clé et qui va la transmettre de manière unidirectionnelle aux participants, à son groupe, à ses apprenants. Dans la réalité, même dans un contexte d'enseignement, c'est jamais à 100% unidirectionnel, mais dans le concept théorique, ce serait ça. Nous, avec la facilitation, avec l'accompagnement, on essaie d'avoir une structure plus horizontale. Hein, un accompagnateur, pardon, c'est quelqu'un qui va être collaboratif, qui va se mettre au même niveau, parce qu'il est au même niveau que l'apprenant, d'égal à égal. Puis c'est quelqu'un qui va évoluer aussi dans ses méthodes au fur et à mesure que l'apprenant évolue. Un accompagnateur doit faire preuve absolument d'esprit critique. Donc, l'esprit critique, hein, l'esprit critique, c'est les capacités, c'est une attitude qui permet, en général dans la vie, c'est une attitude qui permet des raisonnements rigoureux, qui permettent aux adultes d'atteindre un objectif, d'analyser une situation, de résoudre un problème de façon impartiale et rationnelle. Et bon, l'esprit critique, c'est quelque chose qu'on devrait tous travailler sans cesse à améliorer dans nos vies. Des fois, on est tous humains, des fois, on n'a pas le temps ou l'énergie, les émotions entrent en jeu, mais plus on va pratiquer l'esprit critique, plus on va améliorer cette attitude-là chez nous dans notre vie personnelle, plus on risque de la transmettre, cette attitude-là positive, cette attitude-là d'esprit critique, on va la transmettre à nos apprenants quand on va faire de l'accompagnement. Donc, c'est vraiment très, 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 très important de considérer ça dans notre développement personnel en tant qu'accompagnateur, parce qu'ensuite, on va aider l'apprenant à stimuler sa réflexion. On va l'encourager à interroger les structures dans lesquelles on évolue. On va l'encourager à déconstruire les choses, les biais qu'il a peut-être inconsciemment, les opinions déjà façonnées qui sont peut-être erronées. On va le pousser à chercher lui-même des ressources pour régler ses problèmes. Puis, on va l'inviter finalement à passer à l'action, à devenir de plus en plus proactif dans son apprentissage. Donc, un facilitateur, il y a aussi quelque chose de très, très, très important. Il faut absolument se rappeler qu'un accompagnateur, si vous rendez votre présence indispensable à l'atteinte des objectifs de l'apprenant, c'est qu'il faut améliorer vos méthodes d'accompagnement. Donc, un accompagnateur ne devrait jamais être indispensable à la réussite ou à l'atteinte des objectifs pour l'apprenant. Donc, c'est vraiment important parce que c'est aussi la différence entre la posture d'accompagnement haute et basse, celle de l'enseignant. Il faut savoir que la personne, l'apprenant, détient déjà les connaissances clés pour avancer lui-même et qu'on est là que pour justement créer un environnement plus sécuritaire et le mettre en confiance
pour mettre en action ces capacités-là. Ça m'amène à parler de la posture humble. On doit, en tant qu'accompagnateur, premièrement, avoir conscience de nos biais implicites. Donc, un biais implicite, c'est quoi? Ça peut être un préjugé, ça peut être une idée préconçue, ça peut être un stéréotype qu'on a en nous, mais de manière inconsciente. Donc, dans la vie, des fois, on a des préjugés, des stéréotypes dont on est malheureusement pleinement conscient. On en a aussi dont on n'est pas conscient. Sauf que ces biais-là qui sont cachés là, au fond de notre cerveau, dont on ne se rend même pas compte qu'ils sont là, eux, ils vont, par exemple, influencer nos décisions, la façon dont on interagit avec les personnes, la façon aussi dont finalement, on accompagne des gens qu'on ne connaît pas. Donc, c'est très, très, très important de reconnaître ça chez nous et d'essayer de les attraper, hein, de mettre le doigt sur nos biens implicites pour, après ça, les améliorer ou les éliminer complètement. Il faut aussi être conscient dans notre humilité de la limite entre être au service de soi et au service de l'autre, dans le sens que souvent, dans notre souci de bien faire notre travail, on ne va pas vraiment être à l'écoute finalement de l'apprenant et de ses vrais besoins. Et c'est sûr que c'est jamais avec des mauvaises intentions qu'on fait ça, mais parfois par zèle ou par nervosité, on va se mettre plus à l'écoute de nos objectifs d'accompagnateur à nous qu'à l'écoute des objectifs de l'apprenant. Donc, très, très, très important. Un biais implicite, ça peut être, exemple, présumer qu'une personne aînée ne maîtrise pas les réseaux sociaux. Ou le contraire, de présumer qu'un jeune de la génération Z maîtrise de facto les réseaux sociaux et qu'on n'a pas besoin de l'accompagner là-dedans, ou d'assumer qu'un jeune comprend comment les textos marchent, parce que c'est pas vrai. On peut pas partir avec des généralisations comme ça. Sinon, déjà, notre posture d'accompagnement, elle est complètement à l'eau. Pour ce qui est d'avoir conscience de faire la part entre ce qu'on veut faire dans le cadre d'un travail et ce dont l'apprenant a besoin, ça va être important de faire le focus sur l'information, en fait, de faire le focus sur la demande de l'apprenant plutôt que des informations qu'on veut lui transmettre. On va voir tantôt avec l'écoute active que souvent aussi ce que l'apprenant nous dit qu'il veut faire ou qu'il veut apprendre, c'est pas en fait tout à fait la vérité qu'il faut aller chercher entre les lignes. Donc, si on est trop à l'écoute de nous, ce qu'on veut faire en tant qu'accompagnateur, parce que c'est notre travail, on n'ira pas chercher ce qu'il y a entre les lignes. Donc, on va... Oh oui, je vois un commentaire. Ces notions de Chantal Saint-Cyr qui dit « Ces notions s'appliquent très bien au programme Génération branchée, qui est un programme en présentiel, accompagnement informatique entre un jeune et un abonné. » Oui, je ne sais pas si c'était par rapport aux biens implicites, mais très souvent aussi, les biens implicites vont apparaître quand on est deux générations différentes. Quand on est deux personnes de générations différentes, là, on ne se connaît pas beaucoup, puis on assume, on fait des généralisations à partir des stéréotypes qu'on a de telle génération. Puis ça peut être vraiment enrichissant de faire des programmes qui mettent en relation des gens de générations différentes. Je veux vous présenter une vidéo sur la présomption d'égalité des intelligences. Donc, c'est une vidéo qui a été faite par l'organisme Execo, qui est un organisme aussi basé à Montréal, comme nous. C'est un organisme de bienfaisance, pardon. Et puis, leur mission, c'est de favoriser par l'innovation, en culture, en éducation, l'inclusion et le développement des populations les plus marginalisées. Alors, je vais partir la vidéo, puis on va l'écouter. C'est quelques minutes seulement.
Alors, moi, j'aime beaucoup cette vidéo-là parce qu'elle est très visuelle, puis elle est très bien faite et pas très longue. J'aime beaucoup la phrase de la fin, là, le concept de provoquer l'égalité en la présumant, parce que si on arrive au début de notre accompagnement avec des biens implicites ou des présomptions ou de la spéculation, du même coup, on n'est déjà plus en position d'égalité dans une structure horizontale et déjà, ça part très, très mal parce qu'il va falloir rectifier en cours de route cette position-là. Euh, euh, la présomption des intelligences, bon, on va essayer d'éliminer ça avec deux questions qu'on peut poser dès le début d'une relation entre accompagnateur et apprenant, dès le début d'une séance d'accompagnement individuel ou vraiment dès le début d'une série d'accompagnements. On va essayer de savoir qu'est-ce que l'usager sait et qu'est-ce que l'usager ne sait pas. Et on peut vraiment poser ces questions-là verbalement, là, même pas conceptuellement, vraiment arriver puis dire, bon, monsieur, madame Tremblay, qu'est-ce que c'est votre, qu'est-ce que, où est le problème et qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous ne savez pas? Parce que si on part déjà avec des informations brouillées à cause de nos biens implicites, bien là, on va partir sur des fausses pistes et ça va compliquer notre travail, ça va allonger notre travail parce qu'il va falloir ensuite revenir quand on va se rendre compte qu'on a pris un mauvais chemin avec nos questions et avec notre apprenant. Donc, très, 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 très important. Dans les bibliothèques, ça s'applique plutôt aux bibliothèques plus aux bibliothèques, pardon, plutôt qu'aux organismes. Il va y avoir deux situations d'accompagnement. Souvent, là, on parle de présentiel. Il va y avoir la situation au comptoir et lors d'une formation. Au comptoir, souvent, les gens ne vont pas être là pour une longue séance d'accompagnement à la littératie numérique. Hein. Souvent, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va dire, bon, j'ai essayé d'imprimer mon curriculum vitae, l'imprimante ne marche pas, ou je suis en train de faire mon curriculum vitae, puis je ne trouve pas la touche pour mettre les choses en gras. Et quand les gens viennent vous voir au comptoir, vous pouvez me corriger si je me trompe, mais souvent, ils veulent la réponse tout de suite. Donc, ils veulent juste la réponse pour pouvoir aller continuer ou bien ils sont pressés, donc ils veulent la réponse rapidement. Ils ne sont pas vraiment dans un état d'esprit d'accompagnement. Alors là, notre rôle d'accompagnateur, quand on dit, ben là, on n'est pas supposé prendre la main de l'apprenant, on n'est pas supposé faire les choses à sa place, c'est un petit peu plus difficile. Dans ce cas-là, c'est certain qu'on peut aussi accepter la situation, donner la réponse à la personne, parce qu'il y a quand même le respect du temps des gens et de ce qu'ils veulent recevoir ou non comme accompagnement. Mais il y a plein de façons de au moins faire un suivi avec la personne. Si vous voyez que c'est un ou une habituée, que vous la voyez souvent, vous pouvez lui proposer de revenir au comptoir à un moment où elle aura plus de temps pour en reparler, pour faire un suivi finalement. Avez-vous réussi à imprimer ou avez-vous réussi à mettre les choses en gras en revenant chez vous? L'avez-vous réessayé sur votre ordinateur? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont bloqué? Donc, il y a quand même moyen de faire un suivi vraiment directement avec la personne si on peut la convaincre de revenir à un autre moment. On peut aussi offrir de l'accompagnement pour un public plus large. Si on voit que l'impression ou qu'une touche sur les claviers des ordinateurs est souvent une question qui est posée, est souvent un problème, on peut laisser des fiches au comptoir, on peut laisser du support visuel. Comme ça, on fait un accompagnement subtil, même pour les gens qui ne sont pas là pour l'accompagnement. Ils vont en recevoir quand même. Par contre, lors d'une formation, lors d'un atelier, d'un événement en groupe, là, on a évidemment plus l'occasion de mettre en action nos méthodes d'accompagnement et on a aussi l'occasion de mettre en action l'apprentissage par les pairs, c'est-à-dire l'apprentissage entre apprenants. Je vais vous présenter la personne, premièrement, qui a développé ce concept-là, ou en tout cas qui l'a développé de manière plus académique. Donc, Lisa Bowman-Perrault, qui est une professeure chercheuse à l'Université du Texas. Et puis, son idée de l'apprentissage par les pairs a beaucoup, beaucoup d'avantages du point de vue de l'accompagnement parce que ça augmente, si on n'a pas juste l'accompagnement
entre accompagnateurs et apprenants, mais qu'on a en plus de l'apprentissage par les pairs, ça nous fait un réseau de rétroaction, ça nous fait un réseau d'information et d'entraide qui enrichit vraiment de beaucoup le processus. Je vous présente un autre petit vidéo sur l'apprentissage par les pairs. Donc, cette vidéo-là, il a été fait par Rachel Beaujolin, qui est professeure au Neoma Business School en France. Alors, je vais partir le petit vidéo. L'apprentissage par les pairs, ça recouvre un ensemble en fait de méthodes pédagogiques qui se développent beaucoup actuellement, ou qui reviennent plutôt à la mode. Alors avec des terminologies plutôt anglo-saxonnes, on va parler de peer-to-peer, de peer learning, de peer teaching. Voilà, il y a une grande diversité de situations, mais qui ont quand même un certain nombre de dénominateurs communs. En premier lieu, en fait, on met l'étudiant au centre. On va considérer que l'étudiant, il ne le sait peut-être pas nécessairement, mais il est porteur d'un certain nombre de savoirs, premièrement. Deuxièmement, on va toujours activer des méthodes de partage, d'échange, pour que ce savoir il circule. Alors de fait, ça va introduire quand même des changements par rapport à une posture du professeur qui serait un expert et qui raconte de façon un peu comme ça dominante son savoir. Là, le prof, il est toujours bien sûr muni de son expertise, mais il vient beaucoup plus en accompagnement des étudiants pour les aider justement à prendre conscience de leur savoir, les accompagner dans le partage, parce que finalement l'échange, c'est pas si évident que ça, écouter les autres, c'est pas si évident que ça, et puis ensuite, bien sûr, dans la production de connaissances, mais qui vont être formalisées par les étudiants. Par ailleurs, dans cette dynamique finalement d'échange et de partage des savoirs, ça permet de contribuer à la création d'une communauté d'apprentissage avec tout ce qui va dans une communauté, c'est-à-dire des liens de solidarité, d'échange, et où les étudiants se rendent compte que finalement ils apprennent aussi bien entre pairs qu'avec d'autres sources d'informations. Ce qu'on sait quand même avec toutes les études en sciences de l'éducation, voire en neurosciences, c'est que ces méthodes d'apprentissage par les pairs, elles permettent quand même d'accroître très fortement l'ancrage des savoirs. Alors, oui, comme le dit si bien Rachel Beaujolin, moi j'aime beaucoup l'aspect dans l'apprentissage par les pairs de la pérennité du processus d'accompagnement, parce qu'en effet, comme on le voit même visuellement dans la vidéo, hein, il y a des liens qui vont se faire entre les apprenants lors d'une formation ou d'une activité en groupe qui vont peut-être probablement rester. Alors, l'accompagnement va peut-être même se continuer sans vous après la formation ou l'événement. Donc, quelque chose de très, de très périn, de très permanent là, dans les choses qu'on peut implanter là, pendant, pas implanter, mais dans les graines qu'on peut planter pendant une formation où on permet l'apprentissage par les pairs. Puis, ça permet aussi, en effet, de mettre en lumière, quand je vous disais que les apprenants, en fait, ils détiennent les capacités dont ils ont besoin, ils les détiennent les compétences dont ils ont besoin. Et puis, ça leur permet, en faisant l'apprentissage par les pairs, pardon, j'essaie de formuler mes pensées, ça leur permet peut-être même de réaliser leurs propres compétences, parce que souvent, quand on explique quelque chose à quelqu'un, c'est là qu'on se rend compte qu'on comprend cette chose-là. Donc, ça va permettre aussi de bâtir la confiance des apprenants en les faisant s'aider entre eux. Je vous présente quelques éléments d'une petite boîte à outils de l'accompagnateur à la littératie numérique. Ce sont tous des outils qui peuvent être pratiques autant dans une situation en présentiel que dans une situation en virtuel, donc une situation sans COVID qu'une situation avec COVID. Donc, on a plein de ressources numériques dont on dispose. Il y en a plusieurs que vous connaissez peut-être déjà. Je vais vous parler de ceux qui sont un petit peu moins évidents. Moodle, c'est une plateforme d'apprentissage qui permet aux enseignants, accompagnateurs, facilitateurs de créer un environnement relativement sur mesure qu'ils peuvent adapter à leurs besoins et à leur forme d'accompagnement
d'accompagnement. Donc, créer un environnement riche et bien structuré pour leurs apprenants. Donc, ça vaut la peine d'aller explorer Moodle. Sinon, on a tous les outils de collaboration sur lesquels on peut travailler ensemble, vraiment en live sur le même document. Donc, les suites Google, Microsoft, tout ce qui est dans les clouds, les guidebooks, les outils de communication. Je n'ai pas besoin de présenter Zoom. Il y en a beaucoup d'autres. Je ne sais pas si ça dépend de ce que vos domaines professionnels vous ont fait utiliser, mais il y a Google Hangout, il y a Microsoft Teams, il y a toujours le bon vieux Skype, donc il y en a une panoplie. Aussi, ça c'est dans le live, dans le synchrone, pour utiliser le bon français, pardon, mais dans la synchrone aussi, il y a tout ce qui est, en fait, tout ce qui est médias sociaux, tout ce qui est blog, tout ce qui est les outils qui nous permettent de transmettre des connaissances en asynchrone. Et sinon, les outils de production et de diffusion, tout ce qui peut nous permettre de créer des capsules, de créer des balados audio, de créer du contenu justement pour nos blogs, tout ça pour nos pages Facebook, tout ce qui est montage vidéo, audio. Il y en existe une panoplie d'outils et je vais vous le dire tout de suite, vous n'avez pas besoin de payer pour un logiciel de montage audio et vidéo. Il y a une quantité incroyable d'alternatives gratuites sur Internet. Il suffit de chercher. Le petit logo qu'on a mis dans notre présentation, nous, c'est celui de DaVinci Resolve, qui est un logiciel de montage vidéo complètement gratuit et qui donne de la qualité professionnelle. Donc, vous disposez quand même là, d'une assez belle boîte à outils pour... non seulement pour quand la vie redeviendra normale, mais aussi pour se réinventer pendant l'année 2020. On va passer à l'écoute active. Quand je parlais tantôt de lire entre les lignes, des fois notre désir de trop bien faire notre travail qui nous empêche de vraiment écouter ce que l'apprenant nous dit, d'écouter sa vraie problématique. On va explorer ça. L'écoute active, c'est un concept qui existe depuis longtemps, mais le psychologue américain Carl Rogers, il a écrit des livres là-dessus, il a beaucoup développé d'un point de vue académique. Donc, une citation de lui, être empathique, c'est voir le monde à travers les yeux de l'autre et ne pas voir notre monde se refléter dans leurs yeux. Donc, c'est ça, c'est de se sortir de soi, de notre focus sur nous-mêmes, qu'on a tous naturellement parce qu'on est humain, pour vraiment le transporter vers la personne à qui l'on parle, vers la personne qu'on accompagne. Donc, dans l'écoute active, on assume que les contenus émotionnels d'une situation, qui sont véhiculés par une situation, sont plus importants que les contenus intellectuels, donc que les simples mots qui sont dits. Donc, j'ai besoin de ça ou je ne réussis pas à faire ça. On va essayer d'aller briser cette barrière-là pour aller un petit peu plus loin en profondeur. Donc, elle va mettre l'emphase sur le questionnement, sur la reformulation, parce que la reformulation, souvent, ça va nous permettre de s'en rendre compte si on a mal compris notre interlocuteur, notre apprenant. Ça va permettre d'augmenter la confiance, de briser un petit peu la glace entre les deux êtres humains qui se parlent d'un point de vue émotionnel. Il y a plusieurs trucs pour faire ça. Il y en a un que j'aime beaucoup, qui est le truc de faire silence. Donc, ça peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça, mais moi, je vous conseillerais de l'utiliser si vous avez un apprenant qui essaie de vous expliquer sa problématique ou les obstacles qu'il rencontre. Ça peut être bien de ne pas remplir le silence. Donc, si on lui pose une question et qu'on laisse la personne répondre, vous pouvez même attendre à la fin de sa réponse quelques secondes, là, pas une minute de silence, mais quelques secondes, parce que souvent, dans ce silence-là, la personne va finir par préciser sa pensée. Elle va finir par d'elle-même continuer sa réponse. Puis une courte réponse va devenir une réponse à développement. Donc, souvent, ça va briser des petits obstacles là, pour vraiment comprendre c'est quoi la problématique de la personne. Observer le langage corporel. Je pense qu'on sait tous ça, hein, que le langage corporel des humains en dit long sur nos émotions et sur ce qu'on ressent, qui est des fois en contradiction avec ce qu'on dit. Donc, c'est vraiment de physiquement là, se placer avec la personne, puis éliminer les distractions, vraiment la regarder pour vraiment pouvoir déceler des choses qui pourraient transparaître dans sa posture plutôt que dans ses paroles. Poser des questions de la bonne
façon, hein, poser des questions de la bonne manière, poser des questions simples, premièrement, mais aussi des questions ouvertes, pas juste une question qui va finir par un oui ou par un non, une question qui peut justement, si on fait silence, qui pourrait potentiellement devenir une réponse à développement. Donc, évidemment, c'est toujours la bonne façon d'ouvrir, de laisser la discussion ouverte. Et puis, évidemment, d'écouter les émotions. Hein, si la personne essaie de nous expliquer sa problématique et comment elle se sent, ne pas seulement s'attarder sur la problématique, mais s'attarder aussi sur le bout de sa phrase où est-ce que la personne a dit comment elle se sent. Donc, c'est vraiment très, très, très important. Et puis, selon Carl Rogers, l'écoute active serait tellement importante dans la posture d'accompagnateur que, en fait, selon lui, si on ne la pratique pas, l'écoute active, ben, on prendra n'importe quelle technique d'accompagnement, ça ne va pas marcher. Donc, quelle que soit la technique qu'on utilise, ça ne va servir à rien si on ne pratique pas l'écoute active. Donc, à considérer. C'est de la matière à réflexion. Donc, pour résumer, l'écoute active en 3 points, être pleinement présent, mais pas seulement présent mentalement, présent aussi physiquement. Ça peut vraiment aider de signifier à la personne à qui on parle, l'apprenant là, qui essaie de se confier à nous, de lui signifier qu'on est complètement avec lui en éliminant les distractions autour de nous, en tassant le téléphone cellulaire, en se plaçant vraiment dos à la foule, au reste de la bibliothèque, vraiment pour lui signifier que non seulement on est là avec elle pour l'écouter, mais pour vraiment, on est dans une bulle avec elle. Être centré sur ce que l'autre vit plutôt que sur ce que nous voulons accomplir dans notre travail, très important, malgré que ça part de bonnes intentions souvent, là, le zèle et le désir de bien faire son travail, mais ça peut construire des obstacles, ça peut faire apparaître des obstacles. Et puis, démontrer évidemment du respect. Je pense que j'aurais presque pas eu besoin de le dire, mais bon, démontrer du respect parce que si la personne ne se sent pas respectée, démontrer du respect, non, oui, de l'être humain devant nous, mais de respecter aussi sa situation, le contexte. Donc, que si la personne est pressée, vraiment une contrainte sur laquelle on n'a pas de contrôle, de respecter ça, donc de ne pas la forcer à rester pour un accompagnement d'1 heure. Si la personne est fatiguée, de respecter ça aussi. Donc, il y a vraiment le respect des circonstances et du contexte aussi à considérer. Dernière section là, de notre grande section sur l'accompagnement constructif, la rétroaction. Donc, définition technique encore pour partir. Une rétroaction, ce serait un retour sur une action, donc le mot le dit, effectué par une personne dans l'objectif de réduire l'écart entre les connaissances actuelles de l'apprenant et la cible d'apprentissage. Par exemple, le webinaire qu'on fait en ce moment, on survole des sujets très, très grands, des concepts là, qui englobent beaucoup, beaucoup de choses. Et on a des participants qui sont vous. Et vous venez de plein d'expériences différentes. Vous n'avez pas tous les mêmes postes professionnels, vous n'arrivez pas des mêmes, vous n'avez pas la même situation, même localement, géographiquement, vous n'êtes pas du tout à la même place. Vous n'avez probablement pas tous les mêmes niveaux. Tout le monde n'est peut-être pas au même niveau juste dans la maîtrise de Zoom qui est nécessaire pour assister au webinaire. On n'a pas tous le même niveau de base dans les outils d'accompagnement, tout ça. Donc, je ne peux pas, je ne peux pas ajuster mon webinaire pour qu'il colle au niveau de chaque participant. Il y a de trop grandes différences. Par contre, on peut utiliser la rétroaction comme à la fin de notre webinaire pour recueillir les commentaires des participants et pour essayer de rectifier nos méthodes si on se rend compte que nos méthodes ou les sujets atteignent trop peu de personnes dans nos participants. Donc, ça, c'est une forme de rétroaction. La rétroaction, ça se doit d'être un dialogue, donc ce n'est pas unidirectionnel. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant parce que j'ai une petite question pour vous tantôt. Donc, la rétroaction, comme je vous disais dans mon exemple de webinaire, hein, ça nous permet de comprendre nos critères de réussite. Ça nous permet de voir si notre webinaire atteint sa cible ou un petit peu ou pas du tout ou beaucoup dans de grandes proportions. Ça nous permet ensuite de changer nos processus, d'adapter nos méthodes.
pour atteindre cet objectif-là. Puis ça nous permet de nous auto-évaluer aussi nous-mêmes là, en tant qu'animatrice, en tant que technicien, en tant que concepteur, conceptrice. Donc, ça nous permet de nous améliorer dans notre travail. Et sur ce, je vais laisser Charles-Édouard lancer le petit sondage auquel je vous laisse répondre. Alors, je vous partage ces résultats. Donc, à la question, selon vous, qui peut offrir de la rétroaction? On a la personne qui reçoit l'accompagnement qui a reçu 10 votes. La personne qui offre l'accompagnement a reçu 9 votes. Un pair a reçu 8 votes. Et une personne inconnue, 2 votes. Ah, c'est super. Ça confirme quand même hein, ce qu'on a vu avant, là, ce dont on a parlé avant. Évidemment, la rétroaction, ce n'est absolument pas unidirectionnel. Merci, Charles-Édouard, en passant. Ce n'est absolument pas unidirectionnel. Et puis, si on considère, oui, la posture d'accompagnement d'égal à égal et en plus l'apprentissage par les pairs qui est possible dans un groupe, bien, la rétroaction peut se donner en tout temps par les pairs dans un groupe de l'apprenant à l'accompagnateur pour que l'accompagnateur améliore ses méthodes et de l'accompagnateur à l'apprenant pour l'aider à atteindre son objectif d'apprentissage. La dernière option qui était une personne inconnue, ce n'est pas une mauvaise réponse. En fait, c'est possible de recevoir de la rétroaction d'une personne complètement inconnue. Par contre, ça me permet d'aborder le sujet mon Dieu, j'ai juste le mot en anglais, j'ai comme un blanc de français, pardon, de la rétroaction, sollicitée ou non sollicitée. C'est toujours important, surtout quand on est l'accompagnateur, de demander d'abord à l'apprenant s'il désire recevoir de la rétroaction. Parce que de la rétroaction qui n'est pas désirée, qui n'est pas voulue, va pratiquement toujours être mal reçue et ça ne va pas atteindre son objectif. Donc, juste pour vous dire ça, là, donc de la rétroaction par une personne inconnue, ça peut se faire. Par contre, si c'est non sollicité, ça va être mal reçu et puis bon, ça ne fera pas le travail que c'est supposé faire. La rétroaction, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être sous la forme là, de rétroaction verbale, les sondages, comme on en donne, les sondages de satisfaction, comme on va vous envoyer à la fin du webinaire, des cahiers de commentaires, des lexiques, des questionnaires. Il y a beaucoup d'outils de rétroaction qui existent sur le net et en matériel aussi. Et puis, il y a 3 types de rétroaction. C'est assez intéressant parce que tantôt, quand on parlait aussi des fois, on va faire face à des situations que, bon, les contraintes sont hors de notre contrôle. Là, la personne a le mal à la tête puis elle n'est pas ouverte à de l'accompagnement très long ou la personne, elle veut juste une réponse. Ça nous permet d'adapter notre type de rétroaction à ces situations-là. Donc, le premier type de rétroaction, ce serait la rétroaction de base qui serait de donner directement la bonne réponse à l'apprenant. Donc, de montrer à Mme Tremblay exactement la touche ou le bouton dans Word pour mettre son texte en gras parce que, ou bien elle est fatiguée, elle n'est pas ouverte à de l'accompagnement plus allongé, plus extensif, et puis on va lui donner la réponse dans l'espoir de pouvoir appliquer un accompagnement plus tard ou un autre jour. La rétroaction instructive qui explique à l'apprenant ce qu'il doit faire pour s'améliorer. Donc, on ne donne pas la réponse, mais disons qu'on va montrer dans notre analogie de la pièce qui est remplie de boîtes de déménagement, on va peut-être pointer du doigt quelle boîte l'apprenant doit tasser pour se faire un chemin. Et puis, la rétroaction d'accompagnement, qui est vraiment celle qui prend souvent le plus de temps, là, en termes de temps, concrètement, qui vise à aider la personne à s'améliorer, mais sans lui dire ce qu'il doit faire. On va rendre ça un petit peu plus concret parce que là, on va faire un petit jeu interactif. Je vous donne une mise en situation. Justement, on est avec notre fameuse Madame Tremblay et puis on est pendant un atelier qui vise une formation à l'usage de la souris. Donc, on apprend à maîtriser les boutons de la souris, les mouvements de la souris. Madame Tremblay nous dit qu'elle n'est pas capable de fermer la fenêtre qu'elle a ouverte là, dans son ordinateur avec sa souris.
Alors, si on utilise comme rétroaction, si on dit cette chose-là qui est affichée à Mme Tremblay, si on lui dit « on a parfois tendance à faire de grands gestes lorsqu'on déplace la souris, c'est tout à fait normal. La prochaine fois que vous souhaitez fermer un onglet ou une fenêtre de navigation, essayez de garder votre poignet sur le tapis et de bouger la souris uniquement avec votre main. Ce sera plus confortable. » D'après vous, et là, je vous laisse écrire les réponses dans le clavardage, quel type de rétroaction ce serait? Je vais vous réafficher les types de rétroaction. Je vais aussi vous réafficher la rétroaction en tant que telle. Alors, est-ce que ce serait de base? Donc, on lui dit directement la réponse. Est-ce que ce serait instructif, qu'on lui indique le chemin à prendre? Ou est-ce que ce serait la dernière, la rétroaction d'accompagnement, ou est-ce qu'on lui explique comment s'améliorer, mais sans lui donner le chemin ou la réponse? Instructive. OK, on a peut-être un consensus. Alors, oui, c'était la rétroaction instructive. Bravo! Quoique, bon, il n'y avait pas de mauvaise réponse, là, ce n'est pas un examen, mais oui, en effet, c'était le deuxième type de rétroaction. Toujours la même situation avec Mme Tremblay qui n'est pas capable de maîtriser la souris assez pour aller fermer son onglet ou sa fenêtre. Donc, si on lui dit « Madame Tremblay, pour fermer un onglet ou une fenêtre, trouvez le bouton rectangulaire rouge qui se situe en haut à droite, il y a une croix blanche, faites un clic gauche avec votre souris sur le bouton. » Ben, quel type de rétroaction ce serait selon vous? Je vais vous réafficher les trois types. La rétroaction de base. Est-ce qu'on a un consensus aussi? Alors, je reviens. Et oui, c'était la rétroaction de base. Troisième possibilité, donc bravo Madame Tremblay. Utiliser la souris peut sembler intimidant les premières fois et demande de la pratique. Comment pourriez-vous améliorer votre confort lorsque vous utilisez la souris? Quelles seraient les positions les plus confortables pour votre poignet ou votre main? Quel type de rétroaction ce serait selon vous? Alors, vous êtes vraiment tous à l'unisson, hein? Vous donnez vraiment tous les mêmes réponses. Et oui, bravo, c'était la rétroaction d'accompagnement. Je veux revenir sur l'importance de l'écoute active, justement d'aller chercher, d'aller essayer de lire entre les lignes, d'être à l'écoute des émotions de la personne, de sa situation. C'est ce qui va nous permettre de choisir le type de rétroaction qu'on peut se permettre d'offrir. Donc, selon que la personne est fatiguée, ouverte ou non, fermée, on va pouvoir choisir quel type de rétroaction on peut lui donner de manière plus satisfaisante. Alors, on va s'arrêter ici pour une petite période de questions avant de passer à la facilitation. Puis ensuite, on va bientôt prendre une pause pour passer à l'action après la pause. Donc, je vous invite à lever la main ou écrire si dans le clavardage votre question tout simplement, puis nous, on va la lire. Je vais vous laisser quelques secondes pour l'écrire, sinon je vais comme continuer tranquillement, puis si je vois des questions apparaître, on va pouvoir s'arrêter pour les lire et en parler. Alors, la prochaine section, on va parler de la facilitation. La facilitation, c'est une méthode d'accompagnement. Donc, on parlait depuis le début d'accompagnement. On s'attarde à la méthode qui est la facilitation. La facilitation, c'est relativement récent, tout dépendamment de votre définition de récent, mais ça date environ des années 40, 1940. Donc, la facilitation, elle apparaît dans les domaines législatifs, dans les domaines de la médiation. Tranquillement, elle fait son chemin dans les domaines professionnels jusqu'en 1994 où la International Association of Facilitators va être fondée, donc l'Association internationale des facilitateurs existe depuis 1994, juste pour vous dire à quel point c'est devenu un principe, une méthode assez établie. Donc, la facilitation, en gros, bon, c'est une méthode qui vise à créer un environnement, aménager un environnement où chacun apprend avec les autres, donc où l'apprentissage par les pairs est très, très, très encouragé et possible, où le leadership est partagé par tout le monde, où est-ce qu'il y a assez de confiance pour qu'il y ait un certain lâcher-prise, pour qu'il y ait du co-apprentissage. Ça va être un endroit, la facilitation, pardon, on va créer des endroits où la mise en place de des processus comme l'inclusivité, le partage des intentions, l'émergence de la pratique authentique là, vont être mises en place. Et puis, c'est une approche qui met l'emphase sur le fait que tout le monde doit
avoir l'espace pour s'exprimer. Tout le monde doit se sentir compris et validé. Et la facilitation, c'est vraiment une méthode où il n'y a pas d'agenda figé pendant un atelier ou une formation. Je me permets d'apporter une expérience personnelle. Moi, dans ma vie, à part mon travail comme facilitatrice technologique, je suis animatrice scientifique aussi. Donc, pendant longtemps, j'ai fait le genre d'atelier. J'allais dans les écoles primaires et je faisais genre des animations, des expériences des débrouillards. Donc, on connaît tout ça. J'arrivais avec mon matériel, puis là, je faisais des expériences devant la classe et c'était de l'animation et pas de la facilitation. Parce que j'avais mon script d'animation et puis peu importe la classe avec qui j'étais, ça se déroulait de la même manière. C'était comme un spectacle. Donc, bon, ça pouvait être, des fois, ça dépendait de la classe, si la classe était énervée ou non, mais l'animation en soi et le but de l'animation, l'objectif de l'animation était toujours le même et ça devait toujours être le même. Ce n'est pas de la facilitation parce que dans un contexte de facilitation, l'objectif final de la formation ou de l'atelier ou de l'événement peut et se doit d'évoluer en fonction du groupe, vraiment au jour le jour. Là. Pendant l'événement, l'objectif d'apprentissage peut et se doit d'évoluer. Donc, c'est ce que je voulais dire quand je voulais dire qu'il n'y a pas d'agenda fixé. On doit s'adapter au groupe, on doit s'adapter aux individus. Autant le groupe s'adapte au facilitateur que le facilitateur s'adapte au groupe. Il y a plusieurs méthodes de facilitation existantes. Je vous en présente seulement quelques-unes parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines. La facilitation graphique, qui est de résumer des concepts ou des idées ou des sentiments d'une manière très, très visuelle. Il y a énormément de gens qui aiment beaucoup ça parce qu'il y a énormément de gens dans la vie qui sont des personnes visuelles. Donc, ça peut être super, super pratique pour une formation ou un atelier. Donc, dans ce cas-là, l'exercice ou la réflexion des gens va être illustré, dessiné. Ça peut être une collaboration, là, que tout le groupe collabore à la murale ou au tableau ou au dessin, puis comme ça peut être vraiment le facilitateur qui recueille toutes les pensées, les interventions, puis qui les met lui-même en facilitation graphique. Les Serious Games, l'image en haut à droite, vous voyez des espèces de Lego. Les Serious Games, c'est une sorte de jeu qui est apparu il y a quelques décennies. Quand on parle d'un serious game, on parle d'un jeu, oui, d'un jeu ludique, mais dont la finalité première, ce n'est pas le simple divertissement, mais c'est l'apprentissage ou la réflexion ou la collaboration. Donc, les serious games sont de plus en plus populaires vraiment chez les adultes, sont de plus en plus populaires dans des cadres professionnels. Ils sont utilisés comme activité d'introduction ou comme activité de collaboration, là, de co-création chez les adultes. Et puis, il y a des catalogues complets de Serious Games qui existent. Charles-Édouard va vous en partager un. C'est vraiment un excellent outil. Et je vous le répète, c'est pour les adultes. Ça s'appelle Serious Game, mais c'est pour les adultes. Des activités brise-glace, donc simplement des activités qui visent à, le nom le dit, briser la glace entre les participants, créer un sentiment d'appartenance, de communauté. Donc, c'est bon à faire ça au début d'une formation ou d'un atelier quand les gens ne se connaissent pas. C'est super bien. Mini-activité brise-glace, le tout premier sondage que je vous ai lancé, ça en était une. C'était pas un brise-glace compliqué, ni très long, mais ça visait à se dire bonjour, blaguer un peu en répondant « oui, j'ai les yeux dans la graisse de bin ». Le fait d'ouvrir nos micros en même temps pour se dire bonjour, c'était un brise-glace. Et puis, tout d'un coup, ça rend l'atmosphère en plus intime, plus complice. Les brainstorming, je vous mets la petite vidéo, mais c'est surtout visuel là, pour voir les brainstorming. C'est quand tout le monde, l'intelligence collective se met à l'œuvre pour rassembler des idées puis les retravailler ensemble. Et puis, il y a des outils vraiment plus concrets comme je vous écris une carte, je vous montre, pardon, une carte de l'empathie. Ça peut être, moi, je vous encourage à l'utiliser dans des formations, des ateliers, parce que ça permet de démontrer à tous les participants dans le groupe que souvent on ressent les mêmes choses, même si on ne le dit pas. Ça nous permet de décomposer nos émotions qui se développent devant des problématiques, devant le numérique. Alors, si on a de l'angoisse, un manque de confiance, ça va nous permettre, en fait, de se rendre compte que tout le monde se sent comme ça. Puis là, ensuite, ensemble, on va pouvoir régler ce problème-là ou du moins
progresser un petit peu. Donc, ça permet aux participants de se sentir en légitime de valider leurs émotions. Donc, ça peut être projeté sur un écran, ça peut être fait individuellement sur des feuilles. Il y a plein de façons de le faire. Dernière façon, donc oui, on avait un petit exemple avec Madame Tremblay et sa souris. Dernier exemple, les World Café. Donc, le World Café, c'est une méthode basée sur le pouvoir de la conversation, donc qui permet aux participants d'échanger des idées et de les faire évoluer en circulant de petit groupe en petit groupe et en changeant à intervalles réguliers. Donc, et je vous le dis en passant, ça, oui, évidemment, ça se fait bien en présentiel, mais ça se fait aussi en virtuel parce que les outils comme Zoom permettent de rassembler des gens dans des salles privées. Donc, n'hésitez pas à explorer cette avenue-là si vous avez des ateliers ou des formations. Une petite citation de Maxence Walbro, qui est un facilitateur graphique professionnel relativement connu dans le domaine. Pour lui, un facilitateur, c'est un spécialiste des interactions et des dynamiques de groupe qui utilise ses compétences et ses talents en communication, pédagogie, écoute, observation, ainsi que son expertise en processus collaboratif lors de ses interventions. Phrase très compliquée qui, en fait, veut dire qu'un facilitateur, c'est quelqu'un qui va bien savoir utiliser les différents rôles qu'il peut avoir, les différentes compétences et différentes forces qu'il peut avoir. Donc, je laisse Charles-Édouard vous lancer un sondage. Selon vous, quel est le rôle d'un facilitateur? Ok, je viens de recevoir tous les résultats du sondage. Du coup, vous devrez être capable de les voir en même temps que moi maintenant. Alors, on a eu 12 réponses sur 13. D'après vous, quel est le rôle d'un facilitateur? Permettre aux participants de s'exprimer librement. 12 personnes. Daniel dit qu'on ne voit pas les résultats. Ah, mais merci. sinon, si on les... Ah, OK, tu les avais pas partagés. Je les avais pas partagés. Merci de l'avoir souligné, parce que vous voyez, sinon j'avais parlé tout seul. Donc c'est ça, 12 voix pour permettre aux participants de s'exprimer librement, 9 voix pour reformuler les propos des participants, 9 voix aussi pour distribuer la parole, et 2 et 1 voix pour sortir de la pièce et laisser les participants discuter ensemble ou dispenser une formation magistrale. Merci. Alors oui, ben, ça confirme souvent les résultats qu'on a. Tout ce qui est gestion de groupe, évidemment, ça fait partie des rôles du facilitateur, mais aussi tout ce qui est comme on avait dit, là, étant donné que c'est un processus collaboratif, tout ce qui est laisser évoluer les participants par eux-mêmes, tout ça, ça fait partie des rôles. Mais les deux derniers là, qui ont eu le moins de réponses, font également partie des rôles possibles d'un facilitateur parce que même si on essaie d'adopter une posture d'accompagnement basse, pas celle d'un enseignant dans une position magistrale, parfois, à certains moments, selon l'information qui doit passer ou selon la situation, on peut l'adopter, la position magistrale, pour un certain moment. L'important, c'est que ça ne reste pas le moteur de notre accompagnement. Et oui, c'est possible de sortir de la pièce pour laisser, si on en sent le besoin, là, si on sent que l'apprentissage par les pairs doit prendre toute la place, on peut quitter la salle pendant quelques minutes, le temps qu'il y ait une discussion entre les participants. Ça, c'est déjà vu, ça s'est déjà fait. Donc, le rôle d'un facilitateur, je vous ai mis tous les petits souliers qu'un facilitateur peut chausser. Modérateur, comme on disait, modérateur, tout ce qui est gestion de groupe, distribution de la parole, gestion du temps. L'observateur, quelqu'un qui va vraiment se retirer de l'espace, peut-être pas physiquement, mais en termes de présence, qui peut se retirer un petit peu pour laisser la place à l'apprentissage par les pairs, à l'évolution des participants. L'expert qui... ça, c'est toute la facette de, connaître les différentes méthodes et techniques qu'on peut utiliser.
puis savoir jongler entre elles selon que la situation évolue. Un guide, donc quelqu'un qui va pointer les obstacles et les différents chemins possibles sans toutefois faire les choses à la place des apprenants. Le coach, quelqu'un qui va amener les gens à révéler leurs forces, à réaliser à quel point leurs forces ont une place dans la dynamique de groupe, tout ça, comment ces forces-là peuvent être utilisées. Le membre de l'équipe, quelqu'un qui, comme on disait, va évoluer avec le groupe, autant que le groupe évolue, lui aussi va évoluer. Et puis l'enseignant qui peut adopter à certains moments, quand c'est nécessaire, là, le temps de la transmission d'une information, qui peut adopter une position magistrale. Et ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas absolument à maîtriser à 100% tous ces rôles-là, à chausser tous ces souliers-là à la perfection. Évidemment, c'est impossible, mais il y a moyen de peut-être de choisir un rôle que vous réalisez que vous connaissez un petit peu moins, ou vous avez moins adopté ou pratiqué par le passé, et puis de choisir que c'est ce rôle-là que vous allez essayer de développer ou de pratiquer dans les prochains accompagnements. Donc, je vais laisser Charles-Édouard lancer le sondage parce que je suis curieuse de voir justement qu'est-ce que ce serait ces rôles-là qui sont peut-être moins souvent adoptés par les accompagnateurs et accompagnatrices. Et ensuite, après ça, ça va être la pause. Donc, on va prendre une petite pause de 5 minutes. La première partie est plus longue que la deuxième, et après la pause, on va faire les études de cas ensemble. Alors oui, monsieur Chantal Saint-Cyr qui nous dit qu'elle doit quitter comme prévu, donc merci d'avoir été là. Ok, alors voilà les résultats, vous allez les voir en même temps que moi. Normalement, tout le monde les voit ce coup-ci. Donc, vous voyez 50%, enfin tout le monde voit en fait, sauf Stéphanie malheureusement. 50% d'entre vous aimeraient vous améliorer dans votre rôle de guide, de pointer les obstacles et les options possibles. Aussi, à peu près 50% d'entre vous aimeraient s'améliorer dans le rôle de coach. Il y a aussi, si je vois, 40% rôle de modérateur, votre rôle de modérateur, distribuer la parole. Puis ensuite, observateur, membre de l'équipe et enseignant. Vous avez l'air d'être déjà bien armé pour ces rôles-là. Super, merci. Oui, ben, souvent l'enseignant, c'est le rôle qui est le moins coché parce qu'en général, on a déjà dû adopter cette position-là plusieurs fois dans notre vie, que ce soit dans une situation personnelle ou justement dans notre métier professionnel. Donc, c'est une position qu'on connaît. Mais les autres, ben, tenez-vous-en à ça. Je veux dire, retenez ce défi-là que vous vous donnez, peut-être, là, dites-vous dans mes prochains accompagnements, oui, je vais essayer de développer cette facette-là de mon rôle, puis j'évoluerai jusqu'au point où j'évoluerai, ça donnera ce que ça donnera, mais au moins, c'est bon de se lancer ces petits défis-là. Alors, il est 3 heures, je vous propose de revenir à 3h05 pour terminer avec les études de cas. Donc, vous pouvez aller vous prendre un petit café, tout ça. Moi, je vais rester là, donc si vous avez des questions ou des commentaires dans le clavardage, écrivez-les. Voilà, alors bonne pause. Alors, on est rendu enfin à l'étude de cas. Donc, vous allez pouvoir participer. Moi, je vous encourage à écrire les réponses qui vous viennent en tête, vos commentaires dans le clavardage. Sinon, vous pouvez les dire aussi au micro. Alors, c'est parti. Donc, on a une première situation. La voici. Donc, vous organisez un atelier de 45 minutes sur les réglages de la tablette, donc luminosité, taille de la police, icône, afin de rendre les participants plus autonomes et accroître leur confort lors de l'utilisation de leur appareil. Alors, vous adoptez évidemment une posture d'accompagnement qui est la facilitation. Donc, on repense à tout ce qu'on a vu dans l'heure et demie qui précède. Et puis, vous avez un déroulé de l'activité, des exercices interactifs en ligne. Première question. Donc, d'après vous, pourquoi le groupe ne comporte que 4 personnes et pourquoi l'activité ne dure-t-elle que 45 minutes d'après vous? Donc, un groupe de 4 personnes aînées, un atelier de 45 minutes. Pourquoi? Pourquoi ces contraintes-là ou ces quantités-là? Sinon, je vais commencer à vous donner des pistes de réponse. Donc, peut-être que le 4 personnes, si on considère la situation COVID, ça serait évidemment pour limiter, pour respecter les mesures sanitaires, mais il y a autre chose.
si on parle si on parle de situation normale, on pourrait quand même avoir 4 personnes. Donc, j'ai Stéphanie, peut-être pour être sûr que tout le monde suive. Oui. Donc, premier critère, en fait, le groupe de 4 personnes, justement, c'est pour être certain de donner une bonne qualité d'accompagnement. Donc, comme Laurent aussi nous dit, la personnalisation de l'accompagnement, donc moins de personnes, donc on peut plus s'attarder à accompagner chaque personne dans le groupe. À fin d'information, à titre d'information, on a déjà, pas moi, mais d'autres de mes collègues d'Alpha Numérique ont déjà donné un atelier, exactement cet atelier-là, réglage de la tablette en présentiel à un groupe d'aînés, mais c'était un groupe de 12 personnes. Et selon leur souvenir, donc selon l'expérience qu'ils ont eue de ça, c'était à ne pas refaire parce que 12 personnes, c'était beaucoup trop. Donc, c'était chaotique. Ils n'avaient pas assez de temps pour accompagner chaque personne, ou bien il aurait fallu qu'il soit beaucoup plus de facilitateurs et facilitatrices présents. Donc, oui, à 4 personnes, là, on s'assure de vraiment pouvoir s'arrêter, d'avoir le temps d'aider chaque personne. Et puis, 45 minutes, d'après vous, peut-être... qu'est-ce que ce serait le 45 minutes? Je vais vous laisser répondre quelques secondes, sinon je vais commenter. 45 minutes, c'est ça, c'est pour ça. Hein, pourquoi seulement 45 minutes? Puisque 45 minutes, ça va très vite, ça file très vite. Par contre, plus de 45 minutes, exactement, Laurent, vous avez répondu au moment où vous allez le dire, hein, plus longtemps que ça va commencer à être difficile à suivre. Hein. Après 45 minutes, la capacité de concentration baisse pour quelqu'un de n'importe quel âge, mais donc on peut considérer que pour des personnes âgées aussi, la fatigue embarque. Donc, après 45 minutes, si on pousse là, 1 heure et quart, 1 heure et demie, l'objectif de l'atelier se perd un petit peu, la pertinence se perd un petit peu parce qu'il n'y aura plus autant d'écoute, il n'y aura plus autant de concentration. Donc, voilà. Toujours la même situation, groupe de 4 personnes aînées, 45 minutes sur les réglages de la tablette. Quels pourraient être les freins à l'apprentissage de vos apprenants lors de cette activité? Ce serait quoi les obstacles à surmonter justement pour aider les apprenants à atteindre leur cible d'apprentissage? Donc, on donne un exemple. Il y en a certains qui vont peut-être pas bien connaître les icônes et puis là, ils vont déjà se mêler quand ils vont vouloir aller entrer dans les paramètres, dans les réglages. Est-ce qu'il peut y avoir autre chose? En attendant, avoir toute la même tablette, oui, Tania, merci, c'est très pertinent. À moins qu'on l'ait spécifié dans l'inscription de l'atelier, si les apprenants arrivent avec leur tablette personnelle, là, on fait face à un groupe, on doit accompagner des gens qui n'ont pas toutes les mêmes icônes de réglage, dont la tablette ne fonctionne pas toutes de la même manière, qui n'ont pas la même esthétique. Alors, du même coup, ça nous empêcherait, exemple, de projeter à l'écran une seule tablette pour montrer la même chose à tout le monde parce que ça ne sera pas adapté à la tablette de chaque participant. S'il y en a qui ont des Galaxy, s'il y en a qui ont des iPads, il va falloir aller les voir, les aider individuellement. Donc, ça peut être aussi une bonne idée de recommander le modèle de tablette à l'inscription ou ça peut être une bonne idée de passer, donc de prêter les tablettes aux participants le temps de l'atelier. Donc, le niveau, hein, les disparités de niveau. Il y a peut-être des apprenants qui vont arriver puis qui ont déjà fait ça eux autres avec leur famille, ils ont déjà découvert les paramètres ou du moins en partie, ou comme il peut y avoir un autre participant qui n'a jamais touché à sa tablette, qui vient juste de l'acheter puis de la déballer. Donc, on a ça aussi à gérer. On a, je voulais vous montrer aussi une petite observation sur les icônes, en fait, sur l'évolution des icônes. Quand on parle de personnes âgées aussi, c'est quelque chose quand même à considérer. Nous, on trouve ça simple, là, les icônes classiques de nos téléphones intelligents, on les reconnaît de facto, mais c'est pas, évidemment, c'est pas le cas quand on n'a pas grandi avec ces icônes-là. Donc, en haut là, de mon écran, on a les bons vieux symboles qu'on retrouve sur plusieurs appareils électroniques, là, les stéréos, les radios, tout ça, les télévisions
télévision, les télécommandes, donc les boutons pour avancer vite, reculer vite, pause, arrêt, tout ça, retourner en arrière. Mais quand on en vient à des icônes qui appartiennent à l'ère du numérique, c'est bien de prendre le temps de s'assurer que tout le monde est au même niveau de connaissance et, comme je disais plus tôt dans le webinaire, de ne pas présumer les connaissances des gens. Donc, ici, là, il y a peut-être même des icônes que vous ne connaissez pas. Moi, personnellement, le petit rouleau à peinturer, s'il y a un an, on m'avait demandé à quoi ça servait, j'aurais pas su. Ce n'est pas pour changer la couleur de votre écran, c'est pour copier une mise en texte. Donc, une police d'écriture, une grosseur qu'on a mis sur un morceau de texte, on pourrait aller l'appliquer à un autre morceau de texte. On a l'icône de l'Internet, du réseau Internet, les petits engrenages qu'on reconnaît beaucoup parce que ça appartient, on associe ça aux paramètres. La petite flèche qui veut dire que ça s'actualise. Bon, les 3 petites lignes qui appartiennent à un menu. Mais non, c'est pas aussi facile qu'on le pense à reconnaître. Et même nous, souvent, on peut se tromper. Donc, il faut considérer ça aussi quand on a des apprenants. Surtout dans vraiment une séance d'introduction à la tablette, là, comme niveau 1. Toujours notre groupe de 4 aînés. Quel matériel est-ce qu'on pourrait installer pour notre atelier? Donc, de quel matériel est-ce qu'on aurait besoin pour nous et pour nos apprenants, selon vous? Un projecteur, oui. C'est ça. Si on a mis ça au même niveau, là, tout le monde a la même tablette, ça vaut la peine de pouvoir projeter un écran de tablette pour montrer à tout le monde. Donc, un écran pour le projecteur. Un micro, oui. L'ouïe, parfois, selon la situation dans la bibliothèque, des fois, on n'a pas un espace d'accompagnement qui est isolé, donc on a un petit peu le bruit de la bibliothèque. Des fois, l'ouïe peut avoir le sens de l'ouïe de nos apprenants peut avoir un peu de mal à nous suivre pendant 45 minutes, donc un micro. La tablette pour tous, évidemment, sinon ça ira pas très bien. Valérie aussi me dit papier et crayon, oui. Pour une formation sur le numérique, on n'est pas obligé d'utiliser que du numérique. On peut utiliser du matériel vraiment matériel, là, des choses matérielles, donc papier, crayon pour prendre des notes. Ça va aller plus rapidement que de leur demander de prendre des notes. S'ils sont au niveau d'apprendre à gérer les paramètres de leur tablette, c'est probablement qu'ils ne pourront pas prendre des notes sur leur tablette en même temps. Donc, fournir du papier et du crayon, c'est très respectueux. Documents de formation imprimée, documents de formation imprimés, pardon, oui, une fiche résumée, un aide-mémoire visuel qu'on peut mettre à côté à chaque place pour les aider. Comme ça, ils peuvent facilement retrouver les informations clés. Absolument. Très bonnes idées. Donc, j'ai aussi des suggestions ici, donc des écouteurs, si on a les moyens. Là, c'est vraiment c'est de l'équipement dans un monde idéal où toutes les bibliothèques auraient un budget limité, on s'entend, mais des écouteurs pour tous les participants, tablettes prêtées ou fournies avec un stylet qui peut marcher sur la tablette, des fils de recharge, des power bars pour ne pas manquer de batterie, et oui, du matériel papier-crayon pour la simplicité de la chose. Ça peut aussi aider à rassurer là, quelques éléments familiers, ça aide. Pour l'animateur, un projecteur, logiciel de partage d'écran dans le cas du virtuel comme Zoom. Ici, j'ai mis un petit contre-exemple. Il y a des tablettes qui ont des projecteurs intégrés. C'est à ne pas... Ce n'est pas tout à fait conseillé. Ça peut paraître comme une bonne idée, mais finalement, ça n'en est pas une parce que souvent, les petits projecteurs, il faut être très, très proche de l'écran pour qu'ils projettent bien. Et puis, il faudrait tout le temps que la personne vienne en avant avec sa tablette pour projeter son écran. Donc, ce n'est pas nécessairement une si bonne idée. Et puis, un micro, évidemment, comme on avait dit dans le clavardage, un micro, absolument. Laurent qui nous dit des adaptateurs, surtout pour Apple. Oui, les Apple qui ont des prises, là, des fils bien particuliers. Aussi, c'est ça, les différentes marques de tablettes qui s'arrangent pour que les fils marchent seulement avec les modèles de leur modèle de tablette. Donc, des adaptateurs USB, des adaptateurs aussi pour les prises électriques. C'est très, très, très pratique. Dernière question pour notre étude de cas de groupe. Vos participants sont prêts à entrer dans la salle de formation. Comment votre espace de travail est-il aménagé et pourquoi? Donc, un exemple facile,
d'actualité, une distance de 2 mètres entre chaque participant. En rond, en cercle, donc table en rond. OK, j'ai 3 personnes qui disent les tables en rond pour permettre de se promener. Puis en plus, ça fait que les personnes se voient, les participants se voient les uns les autres. Ça peut aider là, à développer un sentiment de communauté, de complicité. Par contre, en rond, on a un animateur, un accompagnateur qui se ramasse au centre et qui peut se retrouver de dos à certaines personnes. Donc, une alternative au rond, ce serait peut-être en U. Avec l'écran là où le U s'ouvre et puis tout le monde qui peut se voir quand même. On peut tourner autour du U et on ne sera pas de dos à personne en même temps. Donc, des tables en rond, table en face de l'écran. Donc, oui, ça peut être format classe, en duo pour s'entraider dans une situation où est-ce qu'il n'y aurait plus de mesures sanitaires. Ça serait une très, très bonne idée. Oui, vous avez des bonnes idées. L'espace de travail, donc des suggestions, encore là, dans un monde super idéal où les bibliothèques auraient un budget illimité, des tables à hauteur ajustable, vraiment avec un petit bouton, là, puis ça baisse, là, on peut l'ajuster au millimètre près, des chaises pareilles, des fauteuils, en plus de des chaises pour le confort, s'il y a des gens qui préfèrent être assis sur un fauteuil. Un niveau de bruit minimal. On n'a pas toujours le luxe d'avoir un espace d'accompagnement qui est complètement isolé là, par des murs ou des vitres là, du reste de la bibliothèque, mais le plus possible, si on peut tirer des rideaux, tout ça, c'est idéal. Sur les tables, des consignes écrites en gros, des lexiques, comme on dit, des fiches résumées, là, visuellement assez évidentes et assez faciles à décrypter rapidement, des rafraîchissements, des collations dans un contexte non COVID et dans n'importe quel contexte, des lingettes nettoyantes, du gel hydroalcoolique. C'est toujours une bonne idée. On a ici un petit exemple là, des petites tables qui sont ajustables, des belles chaises. Là. Vous comprendrez que c'est vraiment dans un monde idéal avec des petits coussinets. Là. On peut toujours rêver. Donc, mais si vous les avez, cet équipement-là, si vous l'avez, tant mieux pour vous. Deuxième étude de cas et dernière avant qu'on finisse, une petite étude de cas individuelle. Donc, on parle de Mme Tremblay pendant l'activité. Donc, on a pris Mme Tremblay individuellement dans notre groupe et puis elle insiste pour que vous fassiez les réglages de sa tablette à sa place. Donc là, on parle, quand on parlait d'écoute active, quand on parlait de certains contextes ou contraintes qui nous obligent à adopter une certaine posture d'accompagnement. Là, on a un cas comme celui-là. Donc, elle vous explique en parlant très fort que lorsqu'elle clique sur l'icône réglage, des photos s'affichent. Lorsque vous vous adressez à elle, elle vous dit qu'elle ne comprend pas et qu'elle a mal à la tête. Alors, notre Madame Tremblay, comment est-ce qu'on analyserait la situation? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider à débloquer, là, à briser cet obstacle-là? Alors, notre Madame Tremblay, peut-être se rappeler ce qu'on avait dit sur l'écoute active, sur le respect, sur peut-être le langage corporel. Je vais commencer à vous donner des indices. Alors, faire un rendez-vous avec elle. Donc, si en effet la formation tire à sa fin ou il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui demandent de l'aide en même temps, on peut l'inviter à rester après pour une rencontre individuelle ou à revenir. Très bonne idée. De le faire à sa place ou de lui proposer de revenir dans un autre temps. En effet, comme on disait tantôt, là, quand on parlait de la position au comptoir des bibliothèques, là, des fois, les gens ne sont juste pas ouverts à avoir de l'accompagnement. Ça peut... Oui, on peut l'aider sur le coup, quitte à essayer de fournir de l'accompagnement d'une autre façon, donc d'une façon passive ou en lui proposant un accompagnement plus tard. On le fait pour elle en le montrant en même temps. Donc, par contre, si on pense à l'écoute active, on peut essayer d'aller chercher il est où exactement le problème? Est-ce que c'est vraiment les réglages qui fait qu'elle bloque Mme Tremblay ou bien il y a quelque chose de plus? Donc, position physique, premièrement, quand on disait là, d'être présent, pleinement présent avec la personne mentalement et physiquement, se placer vraiment isolé avec elle, vérifier qu'on n'est pas à contre-jour pour qu'elle puisse bien voir notre visage et nos expressions faciales et nos lèvres. L'aménagement de l'espace, donc on peut apporter un aide-mémoire avec nous quand on rencontre Mme Tremblay individuellement et puis essayer de lui donner, parce que là, Mme Tremblay, elle pousse pour avoir une rétroaction de base, mais essayer de lui donner une rétroaction d'accompagnement, donc peut-être lui fournir l'aide-mémoire, puis regarder l'aide-mémoire avec elle, demander à Mme Tremblay de vous montrer comment elle s'est retrouvée là, dans un album photo alors qu'on cherchait, donc de refaire avec elle les mouvements qu'elle a faits.
pour voir où est le problème. Puis si on veut une rétroaction instructive, bon, on peut utiliser l'humour pour, en fait, lui montrer, l'aider à se sentir validé, parce qu'en fait, ce qui s'est probablement passé, c'est que Madame Tremblay, elle s'est trompée parce que l'icône de l'album photo et des réglages sur son iPad se ressemblent. Donc, utiliser l'humour, lui faire comprendre que c'est très normal que ça arrive. Elle n'est pas du tout la seule personne sur Terre, là, ou pardon, à qui c'est arrivé. Donc, en effet, les icônes, les icônes se ressemblent. Par contre, il y en a un qui est coloré, il y en a un qui est gris. Donc, on peut l'aider à faire une association un petit peu avec ça. Colorer les belles couleurs, on peut associer ça à l'album photo plus facilement, alors que le gris, hein, c'est vraiment un engrenage des machines. Donc, on peut associer ça vraiment aux paramètres de notre iPad. Donc, merci. Vous avez donné vraiment j'aime votre participation aux études de cas. Ça se voit que vous avez bien retenu ce dont on a parlé dans le reste du webinaire. On a terminé. Je vous invite à réfléchir, à garder ces pistes de réflexion-là qu'on a posées là, à travers le webinaire. Donc, faire une auto-évaluation, vous demander là, sur ces cibles-là, où est-ce que vous vous situez pour l'instant et quelle méthode vous pourriez adopter pour vous rapprocher du centre des cibles. Je vous invite à poser vos questions dans le clavardage ou par micro, encore une fois. Et puis, en attendant, je vais dire merci à nos partenaires qui nous ont permis de créer ces webinaires-là, de concevoir ces webinaires-là, donc l'Association des bibliothèques publiques du Québec, le réseau Biblio du Québec et puis Bibliothèque et Archives nationales Québec, sans oublier évidemment notre partenaire Biblio Presto. On a aussi des collaboratrices et collaborateurs, donc Caroline Cyr de Présage, Delphine Guy-Bourget de la Direction des bibliothèques de Montréal, Marlène Mongeau-Desgagnés du Centre des ressources éducatives et pédagogiques et Richard Cassidy, qui est le coordonnateur du Connect Project et qui travaille à la bibliothèque et au centre d'information Atwater. Donc, merci. Moi, je vais rester ici jusqu'à temps qu'on ait fini, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de questions. Donc, sinon, vous savez le petit bouton rouge en bas à droite pour quitter. Mais en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Merci de votre écoute. Il y a beaucoup d'informations. N'hésitez pas à y repenser. On va vous renvoyer les liens et plus encore que les liens qu'on vous a envoyés pendant le webinaire. Et puis, je vous invite à aller voir toutes les autres formations qu'on donne avec Alphanumérique. Merci beaucoup.